Eh bien, c'est parti. Merci d'être là dans la salle et je crois que c'est retransmis en haut. On va parler des bases de données. Je pensais que c'était pas ce qu'il y avait de plus populaire dans un DevOps. Surtout qu'on ne va pas parler tellement de l'utilisation, mais pour mieux comprendre ce qu'il y a derrière, comment fonctionnent les bases de données, et surtout les bases de données modernes aujourd'hui. C'est-à-dire que au début des bases de données, les données étaient stockées dans des fichiers. Je fais un bref historique. Et puis est venu le relationnel, les bases SQL, qui ont permis d'ajouter plein de fonctionnalités qui se sont rajoutées sur le SQL. Et donc ça a duré assez bien jusqu'aux années 2000. La caractéristique de ces bases de données, c'est qu'elles tournaient sur un seul serveur. Mais c'était souvent suffisant pour ce qu'on voulait faire. Et puis à partir des années 2000, d'Internet, il y a les géants du web qui ont eu besoin de plus, en fait. Ce qui logeait sur un serveur ne suffisait pas. Et même quand on augmentait, quand on faisait du scale-up des serveurs, ça ne suffisait pas. Ils ont commencé à vouloir mettre leurs données un petit peu partout. Pour les applis, c'est facile parce que l'appli, on peut en avoir plusieurs versions. Les données, on ne peut pas travailler sur des données à différents endroits ou alors il faut réconcilier les choses. Donc c'était un problème et c'est là que les gens du web sont passés sur du NoSQL en fait. C'est-à-dire on laisse tomber toutes les fonctionnalités qu'on avait rajoutées sur les bases SQL pour faire des choses beaucoup plus simples qu'on peut distribuer sur plusieurs serveurs. Et on était parti sur le NoSQL à ce moment-là. NoSQL, des MongoDB, des Cassandra, des DynamoDB, tout ça. Et puis finalement, au bout de quelques années, les mêmes géants du web se sont aperçus que d'avoir oublié toutes les features SQL, ça leur a fait rajouter dans le code beaucoup de choses, et de plus en plus, et qu'il faut le maintenir. Et donc les mêmes géants du web, Google pour commencer avec Google Spanner, a commencé à se dire, maintenant on veut faire le même moteur distribué, c'est-à-dire la base qui tourne sur plusieurs zones de disponibilité, voire même régions, mais pouvoir mettre les fonctionnalités SQL dessus, et c'est là que Google a fait Google Spanner. Et c'est le début de ce qu'on a pu appeler Distributed SQL Databases. C'est toujours distribué, mais il y a les fonctionnalités SQL qui étaient assez limitées. Google Spanner, en plus, c'est limité à leur cloud. Donc après, il y a eu CockroachDB, des anciens de Spanner, je crois, qui ont monté ça, et qui se sont dit, on va essayer de faire la même chose, mais sans être spécifique sur un cloud, pouvoir faire ça un peu partout, rajouter encore plus de fonctionnalités SQL, se rapprocher de la compatibilité avec Postgres pour pouvoir réutiliser des applis, etc. Et un autre, dans cette même idée, pour aller plus loin, c'était Yugabyte. Et là, l'idée, c'était de se dire, si le futur, c'est de recommencer, comme on avait fait pour les bases monolithiques SQL, de rajouter des features, si le futur, c'est au final de remettre toutes ces features, au lieu de commencer de les mettre petit à petit, on prend Postgres, qui est une des plus populaires bases de données open source aujourd'hui, on prend Postgres et on va se plugger un stockage distribué dessus. Comme ça, on a directement toutes les features SQL sur le stockage distribué. Alors, il peut y avoir encore des choses à optimiser, mais au départ, il y a toutes les fonctionnalités. Et ça, c'est l'idée de Yugabyte. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir qu'est-ce qu'ils ont de différent, ces moteurs, à l'intérieur, pour pouvoir permettre de faire des transactions distribuées, ce qui n'était pas possible avant. Donc, moi, je suis développeur advocate à Yugabyte. J'ai travaillé pendant 20 ans sur des bases de données traditionnelles, les Oracle et les Postgres. J'ai découvert, j'ai regardé de loin les bases NoSQL, mais ça ne répondait pas tout à fait à ce que je faisais sur des applis qui avaient besoin de plus de SQL. Et puis, quand j'ai vu les bases distribuées, j'ai été tellement fan de Yugabyte que je suis devenu développeur advocate pour ça. Donc, je vais prendre cet exemple pour montrer un petit peu comment ça a été construit. Et l'idée, c'est qu'à Yugabyte, les gens ont l'habitude de partir, parce qu'ils l'ont construit par la base, ils l'ont construit par le moteur distribué, puis ils ont plugué Postgres dessus. Et moi, je préfère partir de ce qu'on voit, en fait. Parce que l'idée, c'est qu'en tant que dev, vous ne vous posez pas de questions. Vous travaillez avec cette base comme vous travaillez avec Postgres. Même protocole, même syntaxe, même fonctionnalité, même modèle open source, etc. Donc c'est vraiment l'idée. C'est d'avoir une application qui parle Postgres, qui en face a même un process Postgres, et simplement les données, elles vont être stockées dans plusieurs nœuds derrière. Derrière, ça va être distribué, et on va voir un petit peu comment ça se passe. Surtout, n'hésitez pas à poser des questions, parce que quand on fait l'anatomie d'un système un peu complexe comme ça, on peut rentrer énormément dans les détails. Pour ceux que ça intéresse, on peut rester en overview. C'est vos questions en fait qui vont guider
pour arriver à faire quelque chose qui tient dans les 45 minutes. Si vous voulez plus de détails, vous le dites. J'ai aucune idée si je vous parle d'index B-tree, de heap table, j'ai aucune idée si ça vous parle ou pas. Si je vous parle de protocole Raft, de choses comme ça, on peut rentrer dans les détails si c'est les choses qui vous intéressent. On peut aussi juste donner une idée de ce que ça fait. C'est vos questions, hein. J'ai dit des mots, on essaie de voir vos têtes, mais bon, avec la lumière, j'ai rien vu, donc je ne sais pas si ça vous parle ou pas. Donc l'idée, c'est que l'application, elle communique avec un process qui est Postgres. C'est-à-dire que Postgres est open source, on peut le réutiliser, Yugabyte est open source, donc il y a une partie du code Yugabyte qui est du code Postgres. C'est un fork. C'est pas une extension, parce que plugger un storage comme ça, aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué d'en faire une extension. Donc c'est un fork sur lequel les nouvelles versions de Postgres sont mergées dessus pour suivre la compatibilité. Donc dans Postgres, quand vous faites des requêtes sur Postgres, c'est du texte SQL qui est envoyé par le protocole. Donc là, il y a le même protocole, il y a un parseur, il y a un query planner qui va faire un plan d'exécution à partir de la requête, donc faire le code procédural à partir du code déclaratif. Et derrière, l'exécuteur de ce plan d'exécution dans Postgres va écrire dans des tables et dans des index. Et Postgres utilise des heap tables et des index B-tree. Donc heap table, Oracle, Postgres utilise ça, c'est-à-dire en fait que les données, elles vont en vrac dans une table. Et dessus, il y a un index B-tree qui est le type d'index qu'on va retrouver le plus souvent dans les bases traditionnelles. L'idée, c'est justement pour une valeur de savoir où aller chercher dans cette heap table, parce que ça peut être un petit peu partout. Et un index B-tree, c'est vraiment ce qui a été le plus populaire dans les bases de données, parce que le principal problème des bases de données, c'était le disque, surtout du temps des disques mécaniques. Donc mettre des données dans des tables, c'est une chose, mais on ne veut pas les faire autant d'IO que de lignes ou colonnes qu'on va lire. Donc on va faire des I/O par bloc, parce que finalement, quand il y a la latence, surtout sur des disques mécaniques, lire quelques octets ou 8K, ce qui est souvent la taille de la page, c'est pareil. Donc on va lire des blocs. Et les index B-tree, c'est des choses qui sont très optimisées pour ça, parce qu'on a un arbre de blocs dont les premiers niveaux vont rester en mémoire. Et c'est la deuxième chose, en fait, c'est que ça a été fait pour éviter cette latence disque, mais l'éviter en gardant des blocs en cache. Mais tout de suite, on comprend que garder des blocs en cache qui sont lus par plusieurs sessions, tant qu'on est sur des bases monolithiques sur un serveur, c'est facile. Mais si on commence à distribuer, il n'y a plus de cache commun. Soit il faut échanger les blocs, mais deux sessions ne peuvent pas travailler sur les mêmes, même si elles travaillent sur d'autres lignes. Et donc, c'est là qu'on a besoin d'un stockage différent, en fait. Que ces index B-tree étaient parfaits pour les disques mécaniques et parfaits pour les bases monolithiques. Ils peuvent toujours être utilisés sur du SSD, même si ça a moins d'intérêt, mais en tout cas, ils ne peuvent pas être distribués. Donc, c'est pour dire à quel niveau Yugabyte va plugger le storage dans Postgres. Alors, Postgres a le niveau Table Access Method, Index Access Method. Et donc, c'est des endroits comme ça où on se plug. Il y a aussi des endroits où on utilise le Foreign Data Wrapper, si vous connaissez Postgres. Donc, il y a plusieurs endroits, c'est pour ça que ce n'est pas facile de faire une extension. Et l'idée, c'est, au lieu de stocker dans des tables et index locales, c'est stocker donc, dans des nœuds, et puis on va voir comment c'est réparti dans les nœuds, mais dans un format LSM tree. Log Structure Merge Tree. L'idée de ce format, c'est que l'index B-tree, en fait, il est mis à jour dedans. C'est-à-dire que quand je mets à jour mes données, l'index est modifié, les pages, les blocs sont modifiés. Donc en mémoire, c'est facile. Ici, tout va en append de nouvelles versions. C'est-à-dire que je fais une modification d'une colonne de ma table, je vais avoir une nouvelle version en append. Ce qui rend les choses plus faciles quand c'est distribué, parce que quand on n'a que des événements en append, on peut les envoyer à d'autres nœuds. On n'a pas besoin de dire envoie-moi ton bloc que je le modifie, parce que les blocs qui existent ne sont plus modifiés après. Donc ça, c'est l'idée. LSM tree, c'est quelque chose qu'on va trouver sur les bases NoSQL, parce que ça permet de distribuer. C'est des choses qu'on va trouver sur Cassandra, par exemple, et c'est des formats qui sont efficaces, surtout sur du SSD, qui sont aussi faits pour prendre des inserts, pour faire des écritures rapides, puisque ça va au bout. Donc voilà, c'est adapté pour ce genre de système.
Et donc, comme on veut le distribuer, la première chose, c'est que les tables, il va falloir les découper. Les tables et les index. Et donc là, l'idée, et ça c'est l'idée, il n'y a que les noms qui sont différents par rapport à Google Spanner, en fait, hein, tout est basé sur les papiers de Google Spanner. Spanner appelle ça des splits, sur Yugabyte on appelle ça des tablettes, c'est-à-dire que la table, on va la diviser en morceaux qui vont être plus faciles à répartir, à répliquer. L'idée, grossièrement, c'est de se dire que c'est une table à 1 Tera de données. Si on a des morceaux de 50 gigas ou 100 gigas, c'est des choses qui restent faciles à manipuler. Donc ça, c'est l'idée de splitter en tablettes. Et on peut splitter en tablettes sur deux choses, sur une hash value ou sur un range. Le plus simple, c'est on prend la clé primaire, on applique une fonction de hachage, donc ça nous donne un nombre de 1 à 65 000 quelque chose, et en fonction de ça, on va placer les tablettes sur différents nœuds en fonction de la taille de notre cluster. On peut avoir 3 nœuds, on peut avoir 100 nœuds. Donc ça, c'est la première chose. Par contre, je disais, on split sur la clé primaire ou sur les colonnes de l'index. Mais je crois que j'en parle après. Clé de hachage, c'est facile. Par contre, si on a des requêtes qui ont besoin de voir des ranges de valeurs, un between au lieu d'un égal, ça ne sera pas possible avec une fonction de hachage parce que du coup, ça va taper partout. Donc, on a la possibilité de faire du range. Et ici, pour donner un exemple de ça, donc c'est la syntaxe Postgres dans laquelle on a juste rajouté la possibilité de spécifier le mode de sharding en fait, de cette distribution. Par défaut, ça va être du hachage sur la première colonne, juste parce que ça va être le défaut le plus utilisé, donc si on prend le code direct, ça sera la même chose. Mais on peut préciser, par exemple, sur la clé primaire, que cet ID, il est haché. Ce qui fait que si j'ai une requête qui a une égalité sur la colonne, c'est un accès par index. Par contre, si je veux faire un supérieur 1, avec la clé de hachage, full scan. Alors le full scan, on a plusieurs nœuds qui vont travailler en même temps, mais ça ne sert à rien. Donc souvent un ID, surtout un ID généré, on va faire une égalité dessus. Mais si on a quelque chose par exemple dans un index, voilà, ici on a une table où on a une date. Très souvent une date, si on a une date, on ne va pas toujours aller voir une égalité, mais on va aller voir une plage de valeurs. Donc là-dessus, on va plutôt avoir un range. Donc c'est pour dire les deux méthodes de sharding, et donc là du coup on a un index scan. Compatibilité Postgres, ça veut dire que le plan d'exécution il est fait par Postgres, il va être exécuté par Postgres, mais avec des appels remote. Donc il faut bien garder ça en tête, qu'au niveau performance, ça sera toujours plus lent d'aller lire sur plusieurs nœuds que sur le nœud local. Si vous comparez un nœud Yugabyte avec un nœud Postgres, ça sera plus rapide sur Postgres. L'intérêt, c'est quand on va commencer à scaler, parce qu'on veut répliquer, parce qu'on veut avoir de la haute disponibilité, etc. Mais forcément, c'est plus rapide de lire dans la mémoire locale que d'aller faire un remote call sur un autre serveur. Il faut garder ça à l'esprit. Par contre, le plan d'exécution, ben voilà, c'est le même. Et derrière, il y a plus de boulot qui est fait simplement par le moteur distribué. Et donc, cette distribution en tablette, donc là, j'ai mis deux tablettes qui peuvent être deux tablettes d'une table. Le but, c'est qu'après, elles soient sur plusieurs serveurs. On va en parler après. Mais surtout, on peut fonctionner comme ça à ce que chaque tablette soit stockée à un endroit. Donc déjà, on distribue. Par contre, s'il y a un nœud qui tombe, on le perd. Et l'idée de ces bases qui sont cloud native, c'est de fonctionner sur des systèmes sur lesquels le réseau n'est pas forcément hyper fiable et on peut perdre la connectivité entre des nœuds. Donc le but, c'est de répliquer. La config de prod la plus courante, ça sera une réplication facteur 3 où chaque tablette aura deux copies, deux miroirs. On peut y penser comme des disques en mirroring, en fait, sauf que c'est à un niveau un peu plus haut. Est-ce que vous avez des questions déjà ? Donc, l'idée de la réplication, c'est une base qui est complètement consistante. On n'est plus dans le NoSQL où on va faire de l'eventual consistency, où on va lire à un endroit où peut-être on n'aura pas eu les dernières mises à jour. Là, on veut les dernières mises à jour. Donc, on va toujours lire et écrire sur les tablettes leader. Quand on est en réplication de factor 3, il va y avoir une réplication, mais il va y avoir un leader.
il y a un protocole Raft derrière qui fait une élection de leader, qui s'assure qu'il n'y a qu'un leader pour éviter les split brain. Donc ça ressemble à une base monolithique dans laquelle on a une primaire et une stand-by. Sauf que là, on n'est pas sur une base, on est sur un ensemble de lignes d'une table. Mais d'autres lignes, elles vont avoir leur leader ailleurs, les index, ils vont avoir leur leader ailleurs, donc c'est comme ça que c'est distribué. Une ligne a son leader à un endroit, pour avoir un single point of truth quelque part. Mais après, c'est distribué. Donc lecture, écriture se font sur les leaders. L'écriture va en plus attendre le quorum de la réplication pour dire c'est OK, c'est écrit. Parce que le but, c'est d'être résilient s'il y a un nœud qui tombe. Donc, si un des followers tombe, ben, on a toujours les dernières valeurs côté leader, pas de souci. Par contre, pas de chance, le nœud qui tombe, on a des leaders dessus, bien sûr, donc on n'y a plus accès. La seule chose que le système sait, c'est que parmi les deux followers, comme on a attendu un quorum, il y en a un des deux qui est à jour. Donc toujours le protocole Raft, ils vont discuter entre eux, ils vont dire toi t'en es où, toi t'en es où, ok, ben, je vote pour toi, c'est toi le nouveau leader. Et ça, c'est quelque chose qui arrive en 3 secondes maximum. C'est là qu'on parle de haute dispo, c'est que s'il y a un nœud qui tombe, il y a la plupart des lectures-écritures qui vont continuer parce que leurs leaders sont toujours là, et puis sur le nœud qui est tombé, là où il y avait un leader, les lectures-écritures vont peut-être attendre 3 secondes qu'il y ait un nouveau leader. Il y avait une question? Non? J'ai vu quelqu'un bouger, je ne sais pas. Oui. Il n'y a pas une... Il n'y a pas de lecture sur le follower. Alors, on a la possibilité d'avoir des follower read. Par contre, on accepte de ne pas avoir les dernières mises à jour. Ce n'est pas de l'eventual consistency, parce qu'eventual consistency, en fait, on n'en sait rien. Eventual consistency, c'est on a sûrement les dernières, mais si ça se trouve, le réseau, il est coupé depuis un peu plus longtemps. Quand on accepte de lire sur les followers, c'est qu'on se dit, je veux lire une image telle qu'elle était il y a 30 secondes. Et du coup, on sait que tous les followers l'ont, parce qu'ils ont des heartbeats qui s'échangent entre eux. Et donc, pour du reporting, par exemple, on peut faire lecture sur le follower ou des tables de référence. Oui. Le leader, c'est par tablette. Donc, imaginons qu'une table soit splittée en 50 tablettes par ligne. Et donc, sur les 50 tablettes qui sont réparties, il y en aura qui auront leur leader à différents endroits. Et donc, sur une base distribuée, une transaction peut toucher plusieurs nœuds. Une transaction peut toucher plusieurs nœuds, déjà parce qu'elle peut toucher plusieurs lignes qui se trouvent dans plusieurs tablettes, mais si on accède par index, l'index il aura ses tablettes réparties qui vont aller voir la table. Et si on a une transaction qui lie plusieurs tables, donc oui, les transactions vont être distribuées. Après, on a aussi des moyens de... Par défaut, les leaders vont être répartis sur tout le cluster, mais on a aussi des moyens de les mettre sur une certaine topologie. Par exemple, sur du cloud, on va peut-être décider d'avoir un cluster qui sera sur plusieurs régions, on va dire Paris, Francfort et US, et on peut décider de mettre tous les leaders qui soient en Europe, parce que la plupart de mes utilisateurs sont en Europe, donc ils ont moins de latence, etc. Donc il y a des choix après comme ça. Donc, quorum, très important, et puis surtout, c'est géré au niveau stockage. Hein, ça, c'est l'avantage, c'est qu'il n'y a rien à faire, en fait. Et en cas de panne, aussi. Ici, il y a aussi marqué que, ben, à ce niveau-là, ce qui est répliqué, ça peut être aussi envoyé pour du change data capture, pour être répliqué, pour envoyer sur Kafka, mais ça, c'est autre chose. Et donc, ça, c'est l'image avec un peu plus de tablettes d'un cluster. Alors, on va commencer par regarder seulement les T-serveurs. C'est les tablettes serveurs, c'est eux qui ont vraiment les données. Donc, on retrouve les tablettes comme les deux que j'avais mis, sauf qu'il y en a un petit peu plus. J'ai mis des couleurs, j'ai mis des hachurés pour les followers. Donc, typiquement, j'ai une table qui a certaines de ces lignes dans la tablette bleue, d'autres dans la tablette rouge, et peut-être une autre table dans la tablette verte, etc. Donc, une transaction va peut-être accéder à 1, 2, 5 nœuds pour accéder au leader. Et la seule chose que la base de données va s'assurer, c'est forcément de ne pas mettre leader et follower sur le même nœud, puisque le but, c'est d'être résilient s'il y a un nœud qui tombe. Donc, s'il y a un nœud qui tombe, on va mettre, par exemple, celui-là.
ceux qui étaient en train de lire ou d'écrire sur la tablette mauve, ils vont devoir attendre l'élection d'un nouveau leader parmi ses followers. Alors, il y a deux choses. Là, je parle de lire et écrire, c'est-à-dire, c'est par rapport aux données. Après, il y a un endpoint Postgres sur chaque nœud. Donc, le nœud qui tombe, il y avait aussi des gens qui sont connectés là. Mais eux, juste, ils se reconnectent ailleurs. Le Postgres qu'on utilise, il est stateless. Donc, si on perd la connexion, on se reconnecte ailleurs. On est vraiment distribué en fait à trois niveaux. Le premier, c'est se connecter n'importe où dans le cluster. Le deuxième, c'est lire des données n'importe où. J'ai dit 3, c'est 2 en fait. C'est lire des données n'importe où. Ouais, 3 parce qu'il y a le processing de la requête et il y a aussi là où sont les données en fait. Donc ça, c'est ce système et ça veut dire qu'on peut rajouter des nœuds. Si je rajoute un 5e nœud ici, le système va automatiquement détecter que ce n'est pas super bien balancé et donc va transporter des followers et en élire leader sur un autre nœud. Oui. 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 OK. Donc la question, c'est, je fais une transaction qui touche à beaucoup de données, qui met à jour plusieurs index, etc., et donc qui concerne pas mal de nœuds. Et si j'ai un nœud qui tombe dedans, qu'est-ce qui se passe pour cette transaction? Et là, ça dépend de ce qu'on a fait. C'est-à-dire que, idéalement, ça doit être transparent pour l'application. Mais ça dépend de ce que l'application a fait. C'est la grosse différence du SQL par rapport à du NoSQL. En SQL, on peut ouvrir une transaction, faire des trucs, attendre 5 minutes, faire d'autres choses dans l'appli, revenir dans la base de données, faire d'autres choses. Ce n'est pas forcément recommandé sur une base distribuée, mais c'est quelque chose qui peut arriver. Et du coup, suivant ce qu'on a fait, il y a des choses où la base va pouvoir le rejouer automatiquement ou pas. C'est-à-dire que si la base sait exactement tout ce qui s'est passé dans la transaction, elle va pouvoir faire un rollback et le rejouer. On a mis à jour des choses, et puis on n'a plus accès à un nœud, du coup on ne sait pas trop ce qui a été fait sur celui-là, on rollback, on refait. Sur un update unitaire, par exemple, la base va le faire toute seule. Par contre, si la transaction a été initiée par l'application, je ne peux pas forcément le refaire parce que je ne sais pas ce que l'application a fait. Imaginons que l'appli, elle enlève quelque chose d'une queue, elle fait un appel à la base de données, elle lit quelque chose, elle l'envoie par mail. Du coup, la base de données ne peut pas décider de le rejouer, ça, parce qu'il y a un mail qui est parti, il y a des choses qui sont parties, donc ça peut être une logique applicative. De manière générale, sur une base distribuée, on va être plus en verrou optimiste et avec une application qui va devoir gérer le retry, en fait, se recevoir un conflit. Et ce conflit, ce n'est pas que en cas de panne, ça peut être aussi des conflits de consistance, en fait. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'on a des nœuds qui sont un petit peu partout dans le monde et qu'on n'attend pas forcément 100 millisecondes pour savoir ce qui s'est passé sur tous les nœuds. Donc on peut se retrouver avec des conflits de transactions où on se dit, soit on est en train de toucher à la même ligne à partir de deux endroits, ou soit on n'est pas trop sûr que ça n'a pas été touché, donc on se reçoit une erreur et il faut faire un retry, plus un mode serializable. Les gens qui viennent du NoSQL, ça leur va super bien parce qu'en fait, avec Cassandra, c'est ce qu'ils font. Les gens qui viennent du SQL, il faut un peu apprendre à faire ça. Après, on a aussi des verrous pessimistes, on a aussi des choses qui permettent d'éviter ça, mais du coup, la scalabilité peut jouer. Ça répond un peu à la question ou... Ouais, et une autre question, oui. Alors, la gestion de la connexion, soit un load balancer, mais comme l'idée, c'est de pouvoir rajouter des nœuds et en enlever, l'idéal, c'est un load balancer qui est au courant de ça. Donc le déploiement, il peut se faire sur Kubernetes, par exemple. Et du coup, il y aura un service qui va savoir où sont les nœuds et le rediriger. Sinon, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a forqué les drivers, JDBC, Python. Bon, il y a 2 jours qu'on l'a mis, le Python, il est en bêta. Mais pour que les drivers soient cluster aware.
C'est-à-dire que du coup, on lui donne qu'un endpoint, il se connecte à un nœud, mais le nœud lui donne la liste des autres nœuds, il les connaît, et donc dès que j'ouvre des connexions dans les connection pools, ça va se répartir. Donc ça, c'est la manière de se connecter. Effectivement, idéalement, on ne veut pas avoir une liste de nœuds, parce que le but, c'est l'élasticité, en fait. C'est tout d'un coup, j'ai un pic de charge, je rajoute 10 nœuds. Je ne vais pas aller changer des configurations pour qu'ils aillent dessus. Mais load balancer, c'est parfait pour ça. Alors, comment ça se passe quand on scale et qu'on rajoute des nœuds? Les tablettes se redistribuent. C'est-à-dire que toutes les 30 secondes, bon, tout ça c'est paramétrable, mais toutes les 30 secondes, il y a un thread load balancer qui regarde l'équilibre des tablettes et l'équilibre des leaders aussi. Le but, c'est que les leaders soient distribués pour que tout le monde bosse. Parce que si on a un nœud qui a que des followers, ben, il ne sert à rien. Donc c'est constamment redistribué. Bien sûr, il y a aussi des paramètres pour pas que cette redistribution impacte les perfs. Mais c'est le but. En fait, rajouter un nœud, ça va être redistribué tout de suite. Une perte d'un nœud, ça ne va pas être redistribué tout de suite. Sur la perte d'un nœud, j'aurai juste des followers de moins pendant un certain temps. Parce que l'idée, c'est que très souvent, la perte d'un nœud, c'est un problème réseau et le nœud revient. Donc, juste, on n'a plus de followers, on peut continuer à tourner parce qu'on a, on a toujours les leaders et puis un follower. Et puis quand le nœud revient, il se resynchronise. Parce que les autres, ils ont gardé 15 minutes de leur log, par défaut. Donc typiquement, un nœud est parti pendant moins de 15 minutes, il n'y a pas de mouvement de données, il revient, il récupère juste les derniers changements et ça continue. Au bout de 15 minutes, on considère que le nœud, il est mort, et là, on va commencer à recréer des followers ailleurs, et puis à élire des leaders parmi les followers qui ont été créés pour se redistribuer en fait. Donc ça, c'est vraiment le but. Ça doit être automatique, hein, c'est-à-dire que c'est un petit peu la même idée. Certains d'entre vous ont connu les disques où sur les bases de données, on mettait des disques dédiés en fait. Et on disait, telle table va sur tel disque, tel index il va sur tel disque, et puis à un moment, on a eu du RAID, on a fait du mirroring, et puis ça marche tout seul, et puis pour changer un disque, on en enlève un, et puis on en remet un autre. Et là, l'idée, c'est que pour changer un nœud, et changer, ça peut être un upgrade, ça peut être du scale-up, hein, si sur le cloud, on veut faire, au lieu de rajouter des nœuds, faire un nœud avec 2 fois plus de vCPU, on va en rajouter un, enlever l'autre, donc cette élasticité, en fait, ça doit être automatique derrière. Et puis, donc tout ça, c'est des T-serveurs. Vous avez vu qu'il y a aussi une tablette qui traîne, qui est un master. Ça, c'est juste les métadonnées du cluster, parce que forcément, il y a quelqu'un qui doit garder la trace de quelle tablette est où. Donc, il y a un control plane, en fait, et qui utilise la même techno, donc un master et un autre. Si c'est ce nœud-là qui tombe, en plus, il y aura une élection de nouveau master ailleurs, mais c'est pareil, c'est rapide. Oui, question ? Alors la question, c'est est-ce qu'on peut avoir différents types de nœuds et gérer la répartition? Donc oui, on peut avoir différents types de nœuds. Le but, c'est quand même d'équilibrer. Donc si on a des nœuds qui ont moins de CPU ou plus de CPU, ça va être plus difficile à équilibrer, donc ça va être plus temporaire, par exemple. Par contre, gérer la répartition, ça, on peut le faire pour, au niveau géographique, par exemple. Je peux avoir un cluster qui a des nœuds en Europe, même par pays, et vouloir que certaines de mes tables ne soient que dans un certain pays, voire même partition. Cette répartition en tablettes, elle est que j'ai appelée sharding, pour ne pas l'appeler partitioning, c'est du partitionnement horizontal. Mais je ne l'ai pas appelé partitioning parce que dans Postgres, au-dessus, on peut aussi partitionner les tables. Mais je crois que j'ai un exemple juste après, en fait. Mais voilà, l'idée, c'est que peut-être qu'on va dire partition de mes clients européens, ils doivent être en Europe pour des questions légales ou de latence. Et donc, on peut faire ça. Par défaut, tout est distribué et on utilise les table space de Postgres, en fait, qui servent normalement à mettre dans des file systems différents. On les utilise pour les mettre dans des régions particulières, par exemple. Oui ? Comment ça se passe pour les jointures? C'est des remote calls, oui. Alors pareil, il peut y avoir des options pour localiser, mais c'est vrai qu'à la base, oui. Donc, ça, c'est une question qui est super importante pour voir la limite de ça. On peut tout distribuer,
et on peut faire tout le SQL. C'est le but des bases de données SQL distribuées. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut que je fasse des transactions qui touchent à 15 tables, qui ont chacune 150 index, et qui sont réparties dans le monde entier. Je veux dire, on peut, mais ça sera long. Il y a la vitesse de la lumière entre les régions, on n'a pas de solution à ça. Donc l'idée, c'est de se dire, on peut tout distribuer. Par contre, les cas de performance critique, on va faire gaffe à ne pas avoir des choses trop distribuées. Mais tout est là, c'est-à-dire que quand, même si je touche à une seule ligne, je fais un update d'une seule ligne, ça va impacter des index, ça va vérifier des foreign keys vers d'autres tables. Donc, même ce qui donne l'impression d'être un single node operation, ça va être quand même des appels cross-shard. Donc, déploiement typique, c'est dans le cloud, sur des zones de disponibilité, par exemple, sur AWS, la latence entre availability zone, c'est moins d'une milliseconde. On ne voit pas la différence entre deux nœuds d'une même zone ou deux nœuds dans deux zones séparées. Donc l'idée, c'est d'avoir des nœuds dans des zones séparées pour de la haute dispo. Et la latence, voilà, la latence, c'est une milliseconde. Donc suivant ce qu'on fait, ça peut compter ou pas. Mais ça n'empêche que les bases de données SQL, elles ont tourné avec des latences de 8 millisecondes pour les accès disques pendant longtemps. Donc finalement, ça reste possible. Mais il faut faire gaffe à ce qu'on fait. Et on peut dire aussi, une appli qui a un mauvais design et qui est déjà limite sur un Postgres single node, forcément, ça ne va pas s'arranger en scalant si c'est parce qu'on va lire trop de données un petit peu partout, quoi. Oui, ah, je suis content, il y a plein de questions. Oui. Non, puisqu'il a... Donc la question, c'est est-ce que le master devient un single point of failure? Non, puisque s'il tombe, il y a un follower qui va être élu. Dans le délai des 3 secondes, ouais. Et il fait très peu de choses, le master, hein. Il a vraiment que les métadonnées. Voilà. Alors, les connexions, aujourd'hui, la connexion est un petit peu lente parce que le catalogue Postgres, il est stocké dans le master et donc la connexion va le lire. Normalement, en utilisant un pool de connexion, on ne passe pas notre temps à se connecter, se déconnecter. Par contre, le problème, quand on fait une base qui est compatible Postgres ou compatible autre chose, bah, du coup, c'est que les gens ils viennent avec leur appli qui faisaient peut-être pas les choses de manière terrible et qui viennent là et qui se connectent tout le temps et ça va être un petit peu pire et c'est des choses optimisées. Mais sinon, le master, c'est même en termes de CPU, etc. Très souvent, le master, on va le mettre sur le même serveur qu'un T-serveur parce qu'il est très faible en conso, en fait. Oui, il y a... Question, oui. Alors, la question c'est si le système tombe et reconstituer la base. C'est-à-dire que là, pour le moment, on a un système qui est résilient. Si ça tombe, il y a des followers. Mais voilà. Mais si on perd tout, on peut faire des backups. Donc, les redo logs, ils sont à ce niveau, ici. Donc, ce n'est pas les walls Postgres qui sont utilisés. À ce niveau-là, quand j'écris sur une tablette, c'est là que le redo, le log de ce qui a été fait est là. Et c'est quasi le même qui sert à envoyer au follower, à être stocké en local aussi. Donc c'est à ce niveau-là qu'il y a ça. Et puis je vais détailler un petit peu ce qu'il y a dans les tablettes aussi. Donc si vous avez des questions sur ce qu'il y a dans les tablettes, on va le voir un petit peu plus après. S'il y a des questions plus générales, oui. Lecture et mise à jour simultanée sur la même table. Alors, si c'est sur la même ligne de la même table, ça va aller sur la même tablette. Et donc, il y a des gestions de verrous, mais surtout des gestions de visibilité des transactions. On a tous les niveaux d'isolation. Et donc, on peut, suivant ce qu'on choisit, attendre sur le verrou ou renvoyer une erreur verrou optimiste en disant il y a conflit, il faut réessayer. Donc c'est un petit peu les mêmes mécanismes qui existent dans les bases SQL, mais qui par contre là sont descendus au niveau du stockage. Oui. Oui.
Donc la question, c'est est-ce qu'on peut remplacer la réplication actuelle de Postgres avec ça? En fait, on va remplacer la base. Ça ne va pas se plugger à ce niveau-là, mais dans ce cas-là, on va remplacer la base. Mais on n'a pas du tout le même niveau, en fait. C'est-à-dire que sur Postgres, on a une base sur laquelle on peut utiliser les standby pour faire des reads, mais on ne pourra jamais y écrire, donc c'est des nœuds qui ne servent pas à grand-chose. Et en cas de panne, il va falloir faire un failover, faire gaffe. Le problème, en fait, c'est l'automatisation de tout ça. C'est-à-dire que sur Postgres, on peut même avoir une réplication synchrone, si on n'est vraiment pas loin. Mais avant de l'ouvrir, il va falloir faire gaffe, parce que le pire qui puisse arriver, c'est qu'on se retrouve avec deux primaires. Et si c'est la panne d'un serveur, c'est facile, mais si c'est une coupure réseau, chacun pense qu'il est primaire. Donc tout ça, c'est des choses compliquées qui demandent beaucoup d'orchestration. Là, l'idée, c'est d'automatiser ça. Et puis surtout, le fait de l'avoir par tablette, ça veut dire que de toute façon, la panne ou l'attente de quelques secondes, elle va concerner un sous-ensemble des données, un sous-ensemble des transactions, un sous-ensemble des gens connectés. Donc effectivement, une des raisons pour passer de Postgres à une base distribuée comme ça, c'est la haute disponibilité, c'est la résilience en fait. C'est le fait que l'appli continue même si un nœud tombe. Et plus on a de nœuds, moins l'impact sera là. C'est-à-dire que si j'ai 3 nœuds, qu'il y en a un qui tombe, ben, il y aura un tiers des connexions qui vont devoir se connecter, un tiers des écritures qui vont devoir y aller. Par contre, si j'ai 100 nœuds, qu'il y en a un qui tombe, c'est pas grand-chose. Par contre, je parlais sur le cloud Availability Zone. Là, c'est pas seulement un nœud qui tombe, c'est-à-dire que quand on va démarrer les test-serveurs, on va leur dire où ils sont en termes de région, zone de disponibilité, pour que la base, quand elle répartit les leaders et les followers, fasse gaffe à ne pas les mettre ensemble. Donc une panne d'une zone de disponibilité, ça continue. Et si on est multi-région, une panne d'une région, ça n'arrive pas souvent, mais c'est déjà arrivé, hein, on continue. Donc c'est vraiment l'idée. Par contre, pourquoi 3? Parce qu'on veut un quorum en fait. Donc on ne va jamais en mettre 2. Si on en met 2, on ne pourra pas avoir ce quorum. Donc ça, on a vu, juste pour dire qu'en plus, on peut avoir des read réplicas, c'est-à-dire des copies qui vont se recevoir les changements, mais qui ne vont pas participer au quorum. Elles sont plus loin, on veut être sûr de jamais attendre sur leur latence. Par contre, ceux qui font du reporting à l'autre bout du monde, ils n'ont pas forcément besoin de venir lire sur les leaders. Oui. Donc, dans le quorum, comment est-ce qu'on garantit que le leader a toujours les mises à jour? Parce qu'on écrit toujours sur le leader. Ah, le leader nouvellement élu, ça c'est le protocole Raft. Donc il y a une idée de séquencement du temps, il y a une idée d'horloge logique, parce que si chacun, ils sont à l'heure, plus ou moins en fait, ils communiquent par NTP. Donc il y a tous les systèmes du protocole Raft qui vont faire en sorte que l'élection du leader va d'une part s'assurer qu'il ne peut pas y avoir de leader, et d'autre part que celui qui est élu leader a vraiment eu les derniers. On est sûr qu'il y en a un, puisqu'on a attendu sur le quorum, et du coup il y est. Mais ça, c'est vraiment les détails de Raft. Oui. Si un nœud tombe quand il y a une transaction ouverte, alors soit j'étais connecté sur ce nœud-là, donc rollback et je vais me reconnecter ailleurs. J'étais sur ce nœud-là, pas de bol. Soit ma transaction a écrit des choses et peut-être qu'il faut la rejouer aussi, donc il peut y avoir une panne. Tous les cas sont possibles. À partir du moment où il y a des écritures, il y a aussi une table des transactions, parce que forcément, j'ai une transaction qui modifie un petit peu partout. Il y a une table des transactions qui va dire lui il est commité ou lui il n'est pas commité, parce qu'au commit on ne va pas revenir partout. Donc il y a aussi une table des transactions. Si elle tombe, il y a forcément quelque chose qui va se recevoir une erreur en disant c'est rollback, il faut réessayer. Donc il y aura toujours, on limite le risque dans le fait de distribuer sur plusieurs nœuds, mais l'application, elle doit être capable de gérer un retry, mais ça peut arriver sur n'importe quelle base aussi, une panne. Donc vite fait, j'ai parlé des deux niveaux de partitioning, et c'est pour donner un exemple. J'ai une table qui a des ID, des noms et des pays. Et l'idée, c'est que d'une part, je peux le partitionner par pays pour gérer mes pays différemment,
Et c'est là, par exemple, que je vais dire, bah, peut-être que ceux qui sont en Europe, je vais les mapper. Donc on va mapper une partition sur un table space. Et sur le table space, c'est là qu'on étend la syntaxe Postgres pour dire sur le table space, ce table space, il est dans telle région du cloud ou dans telle zone de disponibilité. Peut être multi-cloud aussi, hein. Il y a un client de Yugabyte qui a des nœuds sur Azure et des nœuds sur Google. Bon, ils ont de l'argent parce que le trafic est là. Et vous savez pourquoi ils font ça? C'est un gros retail aux US, donc ils sont concurrents d'Amazon, c'est pour ça qu'ils n'ont pas de nœuds sur Amazon. Et par contre, ils ne sont pas sûrs qu'au Black Friday, Azure ou Google aient les machines qu'il leur faut pour scaler. Donc dans le doute, ils sont sur les deux et ils se disent sur les deux, on pourra scaler. Bon, après, c'est pas tout le monde, hein, mais voilà, ça permet de faire ce genre de choses, d'être multi-cloud. Ou alors, ça peut être temporaire. J'aime bien AWS, mais peut-être qu'un jour, je voudrais changer. Donc je vais rajouter des nœuds sur un autre, petit à petit, et puis quand j'aurai changé, ben, je ne serai plus que sur un provider. Mais c'est la liberté, en fait, de tourner partout, d'avoir un protocole Postgres. On peut sortir aussi et aller sur Postgres, en fait, tout est compatible, donc c'est l'avantage. Je regarde, le temps passe vite. Je ne vais peut-être pas aller dans tous les détails, juste pour dire qu'au niveau stockage, on n'a pas réinventé la roue. Les tablettes, elles sont stockées dans quelque chose qui est basé sur RocksDB, qui après a évolué, hein, donc c'est un fork qui ne cherche pas à être mergé, mais dans lequel on stocke dans des SST files. Hein. Il y avait des questions sur comment est-ce que c'est stocké. Donc c'est même chose que RocksDB. Et au-dessus, il y a un moteur de transaction qui fait ce protocole Raft, etc., qui est basé un petit peu sur Kudu, je crois. Je ne le vois plus, voilà. Mais qui a aussi beaucoup évolué pour mettre des transactions SQL dessus. Mais typiquement, entre ces deux niveaux de cette architecture, on a au niveau Postgres quelque chose de stateless et qu'on voit des choses de type clé-valeur à un moteur qui s'appelle d'ailleurs DocDB, qui est une base document distribuée en fait. Les lectures-écritures, on en a parlé. Je passe très vite sur le reste. C'était au cas où il n'y avait pas de questions, où il y avait plus de choses, mais on en a répondu un petit peu. Juste un truc, un cas de déploiement idéal, c'est Kubernetes, parce que sur Kubernetes, si je scale mon stateful set, ça va rajouter des pods, et automatiquement, la base, elle va voir qu'il y a des nouveaux nœuds, et tout va se répartir. C'est-à-dire que je n'ai pas d'autres opérations à faire dans la base de données. Sur Kubernetes, si je scale, la base de données va scaler. Et le load balancer dessus, il va connaître le nœud, etc. Donc c'est un cas de déploiement qui est idéal. Et juste pour ajouter que cette architecture, d'avoir vraiment Postgres plus le moteur distribué, et vraiment cette architecture séparée avec une API interne entre les deux. Après, vous pouvez regarder, hein, tout est open source. Ça permet aussi d'être multi-API. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que le besoin, c'est d'avoir des bases de données SQL distribuées, mais il y a aussi des gens qui viennent de Cassandra, et on a aussi une API Cassandra-like. C'est l'API. On est consistant parce que le moteur de stockage est consistant, mais l'API est comme Cassandra. Peut-être qu'un jour, il y aura une API MySQL. Pour le moment, ce n'est pas tellement demandé. C'est une base qui est plus pour du transactionnel, et ce n'est pas tellement demandé par les gens aujourd'hui. Même s'il y a aussi d'autres produits qui font des choses un peu similaires avec MySQL. Voilà, on voit s'il y a encore des questions. Il n'y a plus beaucoup de temps. Important, n'hésitez pas, si vous avez encore plein de questions, à me contacter. Moi, je suis développeur advocate, donc mon boulot, c'est juste d'utiliser, d'en parler, d'écouter vos questions, etc. Donc ça me fera plaisir, si vous le testez, d'avoir votre retour. Pas seulement pour vous aider, mais moi, ça m'intéresse aussi de savoir comment c'est utilisé, qu'est-ce qu'on peut améliorer dans le produit, dans la doc, etc. Et je vais venir à la question très vite. Voilà, il y a mon email, il y a plein de choses. On a un Slack communautaire. Puisque c'est open source, en fait, on vend aussi du support pour les gros clients, etc. Mais plus il y a de monde qui l'utilise en open source et qui donne le feedback, et plus la base sera solide. Il y avait une question, oui. Alors, au niveau des queries, comment ça fonctionne sur la partie distribuée? Donc justement, le pari de cette architecture, c'est de se dire,
Au lieu de commencer par mettre des features dans le moteur distribué, ce qui est compliqué parce que tout ce qu'on fait en distribué, ça va être plus compliqué, c'est de se dire, il y a Postgres au début qui sait tout faire. Par contre, si on laisse que Postgres qui fait tout, on risque d'avoir un problème de performance. Genre, si je fais une jointure, je vais chercher une ligne d'un côté, je vais aller voir de l'autre, etc. Donc, au départ, c'est comme ça que ça fonctionne, plus des optimisations des deux côtés. Des choses où, quand on peut faire un appel en batch, ben, on va le faire en batch, et aussi des choses où on peut faire du offloading, du push-down, en fait, pour qu'au niveau distribué, par exemple, si je fais un compte étoile sur une table, ça ne va pas aller chercher toutes les lignes pour les compter côté Postgres. Parce que les compter, c'est quelque chose que chaque nœud peut faire. Mais aujourd'hui, et je pense qu'un jour on va devoir évoluer là-dessus, mais aujourd'hui, il n'y a pas de code Postgres dans le côté storage distribué. Donc ça veut dire que compter des lignes, on sait le faire, mais des choses un peu plus complexes qui nécessitent de lire les types de données Postgres pour lesquels il faudrait appeler des fonctions Postgres, aujourd'hui on n'a pas, et c'est quelque chose qu'on mettra en fonction du besoin qui vient. Mais aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, la latence qu'on a entre nœuds ou même entre availability zones, elle permet quand même de faire pas mal de choses si on fait un peu gaffe aussi au design et à ce qu'on fait. Hein. On a dépassé, voilà. Merci bien.